En 2006, c'est la condamnation des tortionnaires de 2 cas très connus du plan Condor, 2 députés qui ont disparu en Argentine dans le cadre du plan Condor, qui sont Gutiérrez et Selmar Michelini. Donc leurs auteurs sont condamnés. En 2009, le fameux Gregorio Álvarez, qui est également condamné, et Bordaberry, qui est condamné en 2010 à 30 ans de prison. Mais au-delà de ça, il faut bien reconnaître qu'il n'y a plus beaucoup de condamnations à l'heure actuelle en Uruguay. Les condamnations qui ont été prononcées, parce qu'on pourrait se poser la question sur quel fondement juridique, alors sur une innovation qui est le droit à la vérité, ou bien sur le fait que la loi d'amnistie qui a été votée vise les militaires et la police, mais pas les civils. Donc les juristes s'engouffrent dans cette brèche. Mais bien évidemment refuse le crime contre l'humanité et pire, refuse la notion criminelle, la catégorie criminelle de disparition forcée. Alors, refuser la catégorie de crime contre l'humanité, dire que les gens sont condamnés pour une série de crimes ordinaires. On ajoute des crimes ordinaires les uns après les autres. Alors que la notion de génocide ou la notion de crime contre l'humanité englobe rendre compte d'une réalité juridique différente, constitue une catégorie pénale différente, dans la mesure où à ce moment-là, ce qui est visé, c'est un plan systématique de répression, c'est une préméditation également extrêmement à large échelle et géographiquement et dans le temps, et qui rend effectivement la véritable caractéristique de la vérité historique. J'aurai l'occasion de revenir très brièvement. Et puis le Paraguay. Alors le Paraguay, c'est une dictature qui a commencé quand même très tôt, 1954. Stroessner n'est pas le fils d'un Bavarois réfugié en Bolivie, au Paraguay pour rien. Il a navigué entre eux au niveau de ses idéologies, nazisme, la Bolivie, le Paraguay a été un grand refuge de nazis, et également un anticommunisme absolument viscéral. Mais il apportait un certain calme à l'époque dans un Paraguay bouleversé, à telle enseigne d'ailleurs qu'en 1954, il a reçu les félicitations de Domingo Perón pour ses efforts de stabilisation du pays. Il est renversé en 1989 et se réfugie au Brésil avec le statut, je vous le donne en mille, de réfugié politique. Et il va terminer des jours heureux au Brésil où il décède en 2006. Alors, caractéristique étonnante du Paraguay, il n'y a pas de loi d'amnistie au Paraguay. On pourrait très bien juger au Paraguay sans difficulté. Mais il y a une vérité, c'est qu'il est extrêmement difficile de juger au Paraguay. Il y a une défiance, comme le Paraguay est parallèlement un pays dont les institutions sont terriblement corrompues, il y a une défiance totale envers la justice, le monde judiciaire et l'honnêteté des magistrats. Et il y a également une très grande absence d'organisation des droits de l'homme. Vous savez que le Paraguay est, depuis la guerre de la Triple Alliance, un pays qui a été ravagé par les guerres, qui a été ravagé par 30 ans de répression, et il est certain que ces 30 ans de répression, de dictature de Stroessner a porté un coup fatal à la constitution d'organisation de droits de l'homme. Alors pourtant au Paraguay, c'est là qu'on a découvert les archives les plus importantes en 1992. Vous connaissez tous un Martin Almada qui a découvert les fameuses archives de la terreur, qui sont à la fois la répression en Paraguay, mais également à l'intérieur, à peu près 60 pages, qui sont consacrées à la répression par le plan Condor. Et, pardonnez-moi, c'est sur leur fondement que, entre autres, le procès qui s'est ouvert en France en 1998 pour les Français disparus au Chili, dont un disparu dans le cadre du plan Condor, s'est appuyé sur des documents qui avaient été mis à jour par Martin Almada. Donc on assiste un peu au Paraguay, pays qui n'a pas de loi d'amnistie, qui n'a pas d'obstacle judiciaire, a néanmoins une émergence de la vérité qui reste au niveau principalement historique, mais qui à aucun moment n'arrive à passer au niveau judiciaire. Alors j'aborde maintenant peut-être la dictature qui a été la plus tragique, la plus sanglante,
1960-1996, c'est le Guatemala. Le Guatemala, 300 000 victimes disparues, exécutées, dans des conditions torturées, dans des conditions absolument effroyables. Le Guatemala a également bat le record des massacres, puisqu'elle en compte à peu près 700, où tout d'un coup c'est une razzia de la population, un massacre de toute une population, femmes, vieillards, femmes, peu importe, de masse. Et comme cela, toute une population villageoise est éradiquée de la carte. Alors, il y a eu des accords de paix en 1999 sous l'égide de l'ONU, et dans le cadre de ces accords de paix, il y a eu une commission qui, elle, s'appelle Commission de clarification historique, le mot vérité n'y est pas contenu, qui devait faire la lumière, effectivement, sur les exactions qui s'étaient perpétrées. Mais la volonté au Guatemala et surtout les obstacles politiques extrêmement forts n'ont pas permis de faire grand-chose, et il a fallu que l'ONU intervienne, et elle met en place en 2006 une commission internationale contre l'impunité au Guatemala qui a été dirigée par Carlos Catresana. Carlos Catresana est un procureur espagnol qui a été à l'initiative de la mise en jugement de Augusto Pinochet à Londres. C'est lui qui a, avec une association qui s'appelle l'Association des procureurs progressistes, élaboré la plainte qui allait permettre ensuite au parquet espagnol d'accepter de s'engager dans l'ouverture de 2 instructions, une instruction toutes les 2 en 1996, l'une pour le Chili, l'autre pour l'Argentine. Celle du Chili, concernant le Chili, était consacrée à Manuel Castellón, et l'autre au fameux Baltasar Garzón pour l'Argentine. Et je fais une petite aparté, lorsque Baltasar Garzón va apprendre effectivement qu'Augusto Pinochet est venu se faire soigner à Londres, et je pense aussi vérifier où en étaient ses comptes bancaires et ses transferts d'armes, il s'est fait arrêter, pas par Manuel Castellón, qui était pourtant en charge du dossier Chili, mais par Baltasar Garzón dans le cadre du plan Condor. Et ça a été effectivement, c'est resté une arrestation absolument spectaculaire et tout à fait exceptionnelle. Et donc, cette arrestation a eu comme fondement l'action de Carlos Catresana, qui a enquêté dans le cadre de cette commission de l'ONU sur les massacres au Guatemala. L'aide des juridictions internationales a été également, dans le cas précis du Guatemala, relayée aussi en 2000 par la juridiction espagnole dans le cadre de la plainte qu'a déposée Rigoberta Menchú pour plusieurs massacres, plusieurs faits de violation des droits de l'homme. Et puis, grande décision, comme je vous le disais, Efraín Ríos Montt, qui est condamné en 2013, il est condamné à 80 années de prison. Mais il ne faudrait pas croire que le Guatemala est devenu un pays où on peut juger le plus grand dictateur sans difficulté. Comme je vous l'ai indiqué, il y a eu un magistrat, Yacine Barrios, qui a mené ce procès, et qui a été destitué, mais surtout, le 20 mai 2013, annulation de la Cour suprême du Guatemala en disant « il y a un vice de forme ». Donc, jugement annulé, et on renvoie l'affaire en 2015. Alors, d'ici là, peut-être que Ríos Montt aura passé l'arme à gauche, nous ne le savons pas, mais c'est une des illustrations flagrantes de la difficulté pour effectivement juger au Guatemala. Alors, j'ai dit tout à l'heure un mot de l'Espagne. Il est certain que dans la lutte contre l'impunité par ces différentes justices nationales, le relais des procédures extérieures, des procédures menées principalement en Europe, a été fondamental. L'ouverture de la justice chilienne se fait, même si mon excellent ami Juan Guzmán Tapia n'est jamais d'accord, se fait quand même parce qu'il y a l'arrestation de Pinochet à Londres, qui va donner un appel d'air absolument extraordinaire. Le premier pays qui a jugé
à l'extérieur un tortionnaire d'une dictature latino-américaine, c'est, vous le savez, la France, le 16 mars 1990, en jugeant Alfredo Astiz, responsable de la disparition des 2 religieuses françaises, et qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'Argentine ne l'a, malgré nos demandes réitérées, absolument jamais extradé. Vous pouvez effectivement vous en douter, à l'époque, l'Argentine était en pleine loi d'impunité. Alors, je vais passer maintenant au pays de jugement. Premier pays de jugement, premier dans la chronologie, et qui a fait preuve d'une audace tout à fait exceptionnelle, c'est la Bolivie. Alors, la Bolivie a eu des... comment dirais-je, il y a un tortionnaire qui est extrêmement bien connu en Bolivie, c'est Hugo Banzer, qui va sévir de 71 à 78, mais dont les crimes vont être un peu oubliés, si je puis dire, d'abord parce qu'il va se présenter ensuite en 1980 comme président de la République et être élu, mais parce que va lui succéder, il est déboulé par un coup d'État d'un dénommé García Mesa, et ce García Mesa, à travers son ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Luis Arce Gómez, va être infiniment plus dur dans la répression que ne l'a été Banzer. En 1982, élection, et là, création très vite de la première commission au monde, de la première commission qui s'appelle création de la commission nationale d'enquête, mais exclusivement sur les disparitions. C'est la première qui verra le jour. Et elle a comme date 1964, donc elle remonte bien avant la dictature de Banzer, et 1982, c'est-à-dire les élections. Et ce processus, qui est tout à fait exceptionnel, se fait à l'initiative du Comité pour une action judiciaire, qui est un regroupement d'associations de droits de l'homme, de syndicats, d'avocats, de familles de victimes, qui sont extrêmement actives en Bolivie. Donc, quelle est l'explication à y trouver ? Il est extrêmement... alors, la Bolivie est un pays minier qui a effectivement des syndicats extrêmement puissants depuis longtemps, puisqu'elle exploite les mines d'étain depuis le milieu du 19e. Mais, comme je vous le disais, il y a toujours une explication qui n'aboutit jamais totalement à rendre compte du phénomène. Et cette justice, dans ses fondements, va se caractériser par une audace absolument extraordinaire, compte tenu de sa date. D'abord, c'est la seule justice latino-américaine qui juge par défaut. Il y a très peu de pays qui jugent par défaut de par le monde. La France en est un, l'Italie en est un autre, mais l'Espagne ne juge pas par défaut, l'Allemagne ne juge pas par défaut. Donc, la caractéristique du droit bolivien, c'est de juger par défaut. Elle refuse un principe qui est celui de l'obéissance due, c'est-à-dire elle déclare aucun militaire ou aucun policier ne pourra s'exonérer de sa responsabilité pénale en disant je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Vous savez que l'Argentine a fondé une de ses lois d'impunité sur cette notion de l'obéissance aux ordres. Et elle déclare il n'y a pas de prescription, et elle fait passer en cela le traité au-dessus de la loi nationale en ayant signé la Convention contre l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968. Et donc, elle présente, par exemple, avec l'Argentine, cet élément d'opposition, je disais, sur l'obéissance due, mais cette très forte mobilisation des organisations de droits de l'homme, et en particulier des femmes. Les femmes vont organiser, par exemple, à un moment crucial de la lutte contre des derniers mois de la dictature, vont organiser une grève de la faim qui va se généraliser à tout le pays. La mobilisation des femmes boliviennes et des femmes argentines est extrêmement proche. D'abord dans leur dépouillement maternel, elles arrivent sans rien, et en quelque sorte, leur vulnérabilité met en cause la force répressive, comme dans David et Goliath. Et ensuite, ce sont des femmes qui ont toujours refusé dans leurs associations d'être affiliées à un parti politique. Et en 1993, le fameux Luis Arce est condamné. Luis Arce avait avant fait un petit détour par les États-Unis parce qu'il était impliqué dans le trafic de drogue, comme beaucoup d'ailleurs de dirigeants dictatoriaux de la Bolivie, et ensuite les États-Unis vont le rendre à la Bolivie
et il exécute une peine. Toujours. Donc en 1993, voilà où en est la Bolivie, l'Argentine par exemple, qui est chère à beaucoup d'entre nous, eh bien l'Argentine était en pleine impunité à l'époque. Alors je vais passer aux deux pays qu'on connaît le mieux pour leur lutte contre l'impunité, c'est le Chili et l'Argentine. Et il y a une espèce de compétition qui s'installe entre ces deux pays, dont les dictatures, nous le savons tous, sont radicalement différentes. La dictature chilienne en 1973 va être conduite par un homme, Augusto Pinochet, qui va éliminer les uns après les autres ou museler ces différents comparses. Excusez-moi. Et Augusto Pinochet qui va également organiser une sortie tout à fait orchestrée, pactée de la dictature vers des élections. Résultat, la démocratie qui sort de cette dictature est une démocratie sous contrôle, bien évidemment, de l'armée. Donc sa marge de manœuvre est extrêmement réduite. Et la première chose qu'elle va faire, c'est comme beaucoup, essayer de faire un équilibre entre l'exigence des victimes et l'armée qui est toujours là. Et elle va créer une commission extrêmement connue qui s'appelle Commission pour la vérité et la réconciliation. Alors, dans le terme vérité et réconciliation, vérité, elle s'appelle toute vérité. Réconciliation, c'est un terme sur lequel je pense qu'il est nécessaire qu'on s'arrête 30 secondes, dans la mesure où une des grandes défenses de beaucoup de ces tortionnaires, de beaucoup d'hommes politiques également, de ces sociétés démocratiques, entre guillemets, ça a été de dire, en fait, il y a eu une guerre civile, en fait, il y avait deux démons, l'extrême droite, l'extrême gauche, et nous avons tenté de faire un équilibre entre les deux, et que si aujourd'hui on condamne l'extrême droite, il faut également condamner l'extrême gauche. Ça a été encore un discours défendu il y a très exactement une semaine devant la Chambre de l'extradition à Paris par le tortionnaire argentin dont je vous parlais tout à l'heure, Mario Sandoval. Donc cette idée qu'il y a une guerre civile dans le pays et qu'il faut donc réconcilier ces deux frères ennemis, comme des guerres de religion, de façon à pacifier le pays, et que c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas mettre en jugement. Donc ça a été un argument au Chili qui a été asséné à la population pendant des années. Le Chili, comme beaucoup d'autres, et ça a été un élément qui a énormément freiné, comme en Argentine, la marche de la justice, a édicté une loi d'amnistie 1973-1978 qui correspond à la levée de l'état de siège, mais qui n'a pas correspondu, je ne vais pas dire heureusement mais presque, mais qui n'a pas correspondu à la fin des exactions. Alors, le Chili, aujourd'hui, dans sa lutte contre l'impunité, j'ai dit qu'il y avait eu effectivement l'appel d'air de l'arrestation de Pinochet. Elle va commencer en 1998 par rendre une première décision de justice en s'appuyant sur les conventions de Genève visant le traitement des prisonniers pendant une guerre. Et la décision va effectivement passer. En 2005, elle va rendre une de ses rares décisions pour un cas qu'on a appelé les égorgés du Parti communiste, où là, elle ne va pas appliquer la loi d'amnistie parce que les faits sont de 85, donc postérieurement à 1978, date de la levée de l'état de siège. En 2006, elle rend une décision, une des seules décisions d'ailleurs, fondée sur le crime contre l'humanité, parce qu'elle estime là encore que la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est supérieure à la loi nationale. Et puis en 2007 jusqu'en 2012, il y a une régression où là, les juridictions chiliennes vont inventer un concept de semi-prescription, demi-prescription, qui consiste effectivement à quelquefois parvenir à couvrir la préventive devant des crimes abominables. Donc on a eu une seule condamnation en 2005
de 30 ans, qui était donc à l'image de l'horreur du crime, et toutes les autres, ça va être, couverture de la préventive, c'est-à-dire la personne a fait 3 ans de préventive, on la condamne à 3 ans, elle entre dans le prétoire détenu et elle en ressort libre. Donc, ce qui va caractériser à partir de 2007 la justice chilienne, c'est le caractère absolument dérisoire des condamnations par rapport à la gravité des faits commis. Ce qui n'est pas du tout, par exemple, le cas en Argentine. Alors en 2012, on a l'impression, on revient un petit peu à une loi un peu plus disons, une loi punitive un peu plus valable. Et là, on a une décision qui va reconnaître que le crime contre l'humanité, que la disparition est constitutive d'un crime contre l'humanité. Mais j'oserais dire qu'à l'inverse de ce qu'est la justice en Argentine, la justice chilienne, c'est toujours une justice en bataille. Il faut toujours se battre parce qu'on n'est jamais sûr de la fixité de la jurisprudence. Ce que dit une fois la justice, 5 ans après, elle peut effectivement dire l'inverse. Mais il y a l'espoir, c'est qu'il y a de jeunes juges chiliens à l'heure actuelle qui sont beaucoup plus audacieux, qui s'emparent beaucoup plus des traités internationaux signés par le Chili, alors que par exemple un juge comme Juan Guzmán Tapia, qui est d'une très grande honnêteté, d'une très grande sincérité, n'était pas du tout formé à cette entrée du droit international chilien dans la justice chilienne. Et il s'est toujours appuyé sur la justice nationale et a toujours tenté de juger en fonction exclusivement des lois nationales. Donc cette jeune génération de magistrats, effectivement, va peut-être pouvoir faire bouger les choses. Mais encore, n'oublions jamais que le temps est un ennemi absolument implacable. Il faut bien se dire que d'ici une quinzaine d'années, il en sera terminé de ces jugements et que la justice en tant que telle aura disparu ou elle passera à l'histoire et au travail de mémoire. L'Argentine, tout le monde en connaît les dates, 1976-1983. Excusez-moi, c'est donc une dictature qui s'organise, certes dans un premier temps autour d'une seule figure comme la dictature chilienne, mais avec une junte militaire très puissante, avec une marine extrêmement puissante et un petit peu, disons, faisant un peu cavalier seul, qui va connaître divers soubresauts divers et variés, et le coup fatal à la dictature argentine, ça va être la guerre des Malwines, où effectivement le pouvoir militaire en sort extrêmement dégradé, d'abord par sa propre justice militaire, puisque effectivement il y a devant ce désastre qu'a été la guerre des Malwines, en 1982, il y a une commission militaire qui se met en place, la commission Rattenbach, qui va juger l'action menée par les militaires comme une action non préparée, non protectrice des soldats, non planifiée, etc. C'est grâce quand même à cette guerre des Malouines que, rappelez-vous, les maires de la place de Mai vont pouvoir identifier Alfredo Astiz, qui tout d'un coup, après la grande opération de l'arrestation des mères fondatrices de la place de Mai et des 2 religieuses françaises à l'église de la Santa Cruz, avait disparu de la circulation puisqu'il avait rempli sa mission. Il est en charge de l'île de Georgia et c'est lui qui va prononcer le discours de reddition des forces argentines dans l'île de Georgia. Et c'est comme ça que tout d'un coup les grands-mères vont reconnaître cet homme, Gustavo Niño, qui les avait infiltrés à l'époque. Alors, quand sont organisées des élections en 1983, va se produire un fait extrêmement rare dans l'histoire. Et là, l'Argentine innove, bien qu'elle avait un précédent important qui est celui de la Grèce, puisqu'en 1985, elle met en accusation devant une juridiction devant une juridiction nationale, sur le fondement de sa loi pénale nationale et à l'intérieur d'un tribunal national, elle met en jugement sa junte militaire. Il y a eu, après des épisodes tragiques de l'histoire, dictature ou guerre, il y a eu plusieurs tribunaux ad hoc qui se sont créés. Le premier, c'est Nuremberg. Il y en a eu d'autres qu'on a voulu mettre en place pendant la guerre de 14, mais disons que l'idée du tribunal ad hoc
souvent un tribunal de vainqueurs pour des vaincus, s'est répété au cours de l'histoire. Et ensuite, il y a eu, dans la deuxième partie du XXe siècle, bon, le TPI, Arusha, le Sierra Leone, etc. Donc, l'Argentine, elle, juge avec ses propres lois. Et elle va envoyer en prison un certain nombre, effectivement, de responsables militaires, au nombre de 9, dont le chef dont j'ai parlé avant, Rafael Videla. Et puis, mouvement quand même dans les casernes de cette armée argentine puissante, et 1986-1987, 2 lois d'impunité. La loi du point final, qui donne 60 jours au juge d'instruction pour inculper de nouveaux coupables, ce qui est effectivement une gageure, compte tenu du fait que l'Argentine, comme toutes les autres dictatures, était fondée sur la répression secrète, la répression maquillée, la répression fantôme. Mais néanmoins, beaucoup d'inculpations vont pouvoir être possibles. Et puis 1 an plus tard, le principe de l'obéissance due, qui a été explicitement refusé par les juridictions boliviennes, c'est-à-dire exonération de la loi pénale, de la responsabilité pénale pour tous les grades jusqu'à celui de général première étoile, si je me rappelle bien. 1994, néanmoins, il y a un premier procès pour les enfants disparus, qui est la seule exception qui figure dans ces 2 lois d'amnistie, qui est ouverte par un grand avocat argentin, Alberto Pesoncini, et qui, certes, il y a une exception, mais il faut combattre un principe extrêmement important dont j'ai déjà parlé, c'est celui de la prescription. 1992, la prescription est acquise en droit argentin, sauf si on se fonde sur la notion de disparition. Et c'est là qu'effectivement, la conception de la disparition comme un crime continu est appliquée pour la première fois et reconnue comme telle par la justice. La justice française s'appuiera également, puisque la justice française, elle a un autre problème, c'est qu'elle ne reconnaît pas le crime contre l'humanité après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment juger ? Elle s'est appuyée également sur cette notion de disparition, crime continu. Et puis, 2003-2005, abolition des 2 lois pénales d'amnistie. Et une fois en 2003 par la Cour suprême, une première fois par le Congrès argentin et 2 ans plus tard par la Cour suprême. Et c'est depuis cette date que, j'oserais dire, l'Argentine juge absolument sans relâche. L'Argentine se fonde sur un principe juridique qui a été celui sur lequel s'est fondée récemment la République argentine pour demander l'extradition du fameux Mario Sandoval, c'est-à-dire sur les caractéristiques du droit pénal argentin habituel, l'homicide aggravé, l'arrestation illégale sans ordre des forces constituées, etc., la détention, la séquestration, les mauvais traitements, dégradants et inhumains, tels que la torture. Mais, puisque tous ces crimes sont prescrits, l'Argentine, pour passer la prescription, et donc condamner certes les personnes coupables de disparition, mais aussi celles qui étaient simplement coupables d'homicide, si je puis dire, on avait retrouvé les corps des victimes, elle s'est fondée à ce moment-là sur la notion du crime contre l'humanité. Et en 1994, avec une réforme de la Constitution, elle va effectivement dire les traités internationaux signés par l'Argentine ont une valeur supérieure à la loi nationale. Mais quelqu'un pourrait argumenter, oui, mais ça c'est 1994, donc ça voudrait dire que seulement à partir de 1994, l'imprescriptibilité seulement à partir de 1994, le crime contre l'humanité est intégré en droit argentin. Mais pour effectivement démontrer que cette notion de crime contre l'humanité ne s'intègre pas simplement en 1994 par la réforme de la Constitution, la justice argentine déclare « Oui, mais le crime contre l'humanité n'est pas un crime qui a été tout d'un coup inventé avec le traité de 68, c'est un crime qui existe depuis que l'humanité existe, hélas, et qui s'appuie sur ce qu'on appelle le droit des gens. C'est-à-dire des crimes qui portent une atteinte, qui attentent à la conscience humaine
et ce, bien avant qu'on ait trouvé dans les statuts de Nuremberg, pour la première fois en 1945, la notion écrite de crime contre l'humanité. Et je crois d'ailleurs que la première fois que la notion de crime contre l'humanité est utilisée, elle est utilisée en 1915 pour le massacre de plus d'1 million d'Arméniens par les Turcs. Donc, l'Argentine a effectivement extrêmement travaillé sur le fondement des traités internationaux cette notion de prescription pour pouvoir englober tous les crimes, disparitions et homicides. Alors, l'Argentine à l'heure actuelle... Donc, l'Argentine arrive à condamner sur le concept suivant, par exemple, détention illégale, homicide aggravé, fait constitutif de crimes contre l'humanité perpétrés dans le cadre d'un génocide. Alors, le génocide, également, le même raisonnement est fait, mais le génocide en tant que tel n'a pas une catégorie, n'a pas ce qu'on appelle une incrimination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peine prévue. On peut être condamné pour génocide, mais il n'y a pas de peine qui soit effectivement prévue. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Argentine s'appuie sur les catégories du droit pénal qui, elles, sont prévues. L'homicide aggravé, c'est 5 ans, 10 ans ou 15. Mais pour rendre compte de ce qu'a été l'horreur de ce crime, elle le place dans un cadre supérieur qui est le crime contre l'humanité et qui est le génocide. Et les premiers à avoir fait en Amérique latine, la première justice, et la justice bolivienne encore une fois, à avoir déclaré que le génocide était l'élimination d'un groupe d'hommes politiques ou d'intellectuels. Et ça a été une grande bagarre, par exemple, qu'a menée Garçon pour arriver à faire admettre les instructions dont il avait la charge. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas donné les chiffres tout à l'heure pour le nombre de personnes poursuivies au Chili, dans la mesure où les avocats, quelquefois, se renvoient la balle en disant « non, c'est moi qui en ai le plus », etc. Le Chili compte 840 condamnés, dont certains ne sont pas condamnés définitivement, mais le Chili incarcère très peu. Sur ces 840, il y en a seulement 60 qui sont en prison. Et il y a en cours 1345 instructions. L'Argentine, elle condamne à de vraies peines, c'est pas 5 ans avec la demi-prescription, plus, etc., la position des étoiles. Non, elle condamne à 30 ans, ou à perpétuité, ou à 15 ans, de manière extrêmement claire. Et elle compte 495 personnes condamnées de manière définitive et 2450 instructions en procès. Donc, ce bref panorama, j'en ai certainement oublié, et ceux qui pourraient se sentir, comment dirais-je, blessés de ce que je n'ai pas parlé de tel pays ou de tel cas voudront bien me pardonner, mais dans le laps de temps, et pour nous laisser un peu le temps de parler, j'ai dressé un tableau qui est très large. Je terminerai par deux choses. La justice post-dictatoriale, elle s'est fondée sur une volonté politique. Ça, c'est une marque extrêmement flagrante. Ça a été au départ en Argentine la volonté politique d'Alfonsine, qui ensuite s'est délitée au fil des mois. Mais elle se fonde, cette volonté politique, sur une revendication populaire très forte. Il n'y a pas de lutte contre l'impunité et il n'y a pas de jugement s'il n'y a pas effectivement des organisations de droits de l'homme, des avocats, des magistrats, des syndicaux, des associations de victimes, des associations de parents de victimes qui se constituent et qui se mobilisent et qui luttent sur une très longue période de temps. Les mères et les grands-mères de la place de Mai en Argentine luttent depuis 35 ans. Ce sont des luttes absolument exemplaires. Sans cette société civile organisée, il n'y aurait pas cette avancée absolument considérable de la justice en Amérique latine, qui va servir, et qui sert déjà d'ailleurs, de référence, principalement les justices chiliennes, boliviennes et argentines, qui servent de référence à la construction d'une jurisprudence internationale de châtiment des grands criminels de masse. Je vous remercie. Alors,
écho, je ne sais pas, mais peut-être que si quelqu'un a la voix forte, pour l'arrestation là récemment de la personne à Bruxelles, un accord entre les polices françaises, belges, etc. Il y a des accords, il y a ce qu'on appelle, tout d'un coup évidemment le mot m'échappe, des entraides policières qui sont signées, c'est extrêmement fréquent. Alors, le plan Condor a élevé cette entraide à un degré absolument jamais atteint, avec dans l'ombre toujours les Américains. Parce que, bon, j'ai parlé de la théorie de la doctrine nationale, vous savez, mais ce n'était pas le sujet de ce soir, que les Américains vont, avec la fameuse conférence de... je mélange toujours les syllabes, donc c'est pour ça que je le relis à chaque fois. Chapultepec, au Mexique en 1945, va réunir les différents dirigeants latino-américains pour leur faire prendre conscience du danger communiste. Et ensuite, avec effectivement la révolution cubaine, là, les Américains vont demander aux Latino-Américains de passer à un stade supérieur. Vous savez que les États-Unis ont été, disons, le grand orchestrateur caché derrière l'oligarchie chilienne du coup d'État et de la déstabilisation du régime d'Allende pendant 3 ans. Donc, ce plan Condor va abolir les frontières, c'est-à-dire que vous aviez par exemple des policiers uruguayens qui traversaient la frontière avec l'Équateur, ou avec... Bon, l'Équateur a fait partie, mais de façon très anecdotique, du plan Condor, mais du Brésil, ou bien vous allez avoir des arrestations qui vont être organisées de passage de prisonniers entre le Chili et l'Argentine, où vous avez plusieurs polices ensemble qui vont intervenir. Vous allez avoir, il y a des témoignages de prisonniers là-dessus d'ailleurs, qui déclarent qu'ils ont reconnu plusieurs, puisqu'ils avaient les yeux bandés, plusieurs accents espagnols de personnes les interrogeant ou les torturant. Donc, ce plan Condor a été une espèce de liberté extrême donnée et aux armées latino-américaines et aux polices pour effectivement arrêter des détenus, arrêter des supposés subversifs dans un pays ou dans l'autre. Les 2 pays qui symbolisent, disons qu'il y a 3 pays principaux qui vont symboliser le plan Condor. Donc d'abord ça va être le Chili, à cause de ses actions. Le Chili va avoir des actions d'éclat. La première, ça va être l'assassinat en 1976 de Carlos Prats, qui était l'avant-dernier général de Pinochet, d'Allende avant Pinochet précisément, et qui s'exile en Argentine, et qui était un général chef des armées extrêmement légaliste. Donc lui, il a dit, moi il y a une constitution, je la respecte, c'est un gouvernement démocratiquement élu. Donc voilà. Et Pinochet va organiser à Buenos Aires, en toute liberté, avec l'appui de la police de Buenos Aires, la complicité de la ville de Buenos Aires, va faire assassiner Carlos Prats. Il va y avoir également l'assassinat d'un président bolivien également, et le procès est en cours en 1976 également en Argentine. L'attentat sans doute le plus spectaculaire, et qui va mettre quand même là un coup d'arrêt aux opérations extraterritoriales de Pinochet, c'est l'assassinat d'Orlando Letelier, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Allende, en 1978, en plein Washington, à 2 pas de la Maison-Blanche, avec en prime l'assassinat d'une citoyenne américaine. Donc là, il va y avoir un retrait. Mais sinon, il y a eu des exécutions qui se sont perpétrées dans d'autres pays, qui sont perpétrées en Espagne. Il y a des morts suspects en France, où des gens ont disparu d'empoisonnement. Altamirano, par exemple, le chef du Parti socialiste chilien, était la cible, il ne dormait jamais 2 fois dans le même lit. Il a été la cible des Chiliens du plan Condor de Pinochet pendant des années, et il a été à plusieurs reprises sauvé par la DST française, qui l'a averti de bon, on vous cherche, changez de trajectoire, et sur un parcours à Orly, il a fait demi-tour, etc.
Donc ça a été cette entraide du temps présent. Par exemple, tous les disparus uruguayens ont tous disparu en Argentine ou pratiquement. Il n'y en a pratiquement aucun qui est disparu en Uruguay même. Dans le cadre du procès dont je vous parlais, de mise en accusation dans la justice française de plusieurs responsables de tortionnaires chiliens, de 4 Français, c'était 5 au départ, ils sont restés 4 à l'arrivée, il y avait Jean-Yves Claudet, qui est un Chilien, arrêté à Buenos Aires le 1er novembre 1975 et qui ne va jamais réapparaître. Et il est arrêté avec la complicité de la police chilienne et du service d'intelligence de l'armée argentine, alors que l'Argentine n'était pas encore sous dictature à l'époque. C'est ça le plan Condor. Effectivement, bon, à cause de la figure de Stroessner, d'ailleurs, le Paraguay a un moment requis les services de Klaus Barbie. Donc, vous savez que Klaus Barbie a fini, enfin, il n'a pas fini sa vie, il a fini sa vie dans une prison à Lyon. Il est décédé il y a, je sais pas, il doit y avoir à peu près une dizaine d'années. Il était réfugié en Bolivie. Donc certains ont effectivement servi de conseillers. Dans le cas tout à fait particulier de la Colonia Dignidad. La Colonia Dignidad avait été fondée par Paul Schaffer, qui était aussi recherché par la justice allemande, qui était un ancien nazi, qui effectivement avait monté cette colonie, avec recrutant de la population locale, et la colonie est devenue un repère donc de nazis en fuite, et ensuite elle a été également un repère, mis à part d'être un lieu d'exaction, entre autres de viol d'enfants, Paul Schaffer était un homosexuel, a été également un relais pour y emprisonner des soi-disant subversifs. Par exemple, dans le procès français de 2010, il y avait un étudiant dont on soupçonne qu'il ait été effectivement incarcéré pendant un temps à la Colonia Dignidad, qui est évidemment son Chanfrot, Alfonso Chanfrot. Et cette Colonia Dignidad était organisée effectivement selon toute une structure militaire et avec le vieux rêve de Schaffer de reconstruire une colonie nazie dans le sud du Chili. Le Chili a également, mais alors là c'est pas une inspiration nazie, mais le Chili a calqué son armée sur l'armée allemande, mais sur l'armée allemande de la fin du 19e, pas sur l'armée allemande nazie. Donc c'est certain, il y a une influence. Dans certaines salles de torture, il y avait une photographie d'Hitler ou des choses de ce type. Mais disons que c'est extrêmement fréquent. D'une part parce que je pense que les êtres humains n'ont jamais attendu leur prochain ou leur prédécesseur pour torturer et faire souffrir autrui, et que bien évidemment les savoirs répressifs se passent. Les Américains ont pris des leçons auprès des Français à une époque. Par exemple, les Américains ont enseigné à travers l'école des Amériques aux différents cadres militaires latino-américains que l'on retrouve dans les dictatures. Raphaël Videla, Stroessner sont passés par l'école des Amériques. Donc effectivement, les savoirs répressifs se transmettent de pays à pays, disons.